Et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler du déroulement d'une élection. Comme vous le savez, le 26 mai prochain, vous allez être appelés à voter pour vos eurodéputés lors des élections européennes. Et je me suis dit que cela pouvait intéresser certains d'entre vous sur comment se déroule finalement une journée d'élection. Comme je l'ai dit, vous allez être appelés à voter dans un bureau de vote. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui compose un bureau de vote ? Il faut savoir que cela se compose de 3 personnes, c'est un président et 2 assesseurs. Le président, c'est dans l'ordre de priorité monsieur le maire qui va tenir le bureau de vote numéro 1 qui est bien souvent la mairie. Et ensuite nous avons les adjoints, puis les conseillers municipaux. Et si ma foi il n'y aura pas assez de personnes disponibles par rapport au nombre de bureaux de vote, le maire peut nommer alors un électeur de la commune comme président pour tenir ce rôle-là au sein du bureau de vote. À côté de ça, nous avons donc 2 assesseurs. Mais qu'est-ce qu'un assesseur ? Un assesseur, c'est une personne qui représente un candidat, une liste, un parti, en tout cas ce sur quoi vous allez voter. Typiquement, là, pour les élections européennes, nous avons 33 listes. Eh bien, il pourrait potentiellement y avoir 33 assesseurs au bureau de vote, on ne pourra pas leur dire non. Sauf que, évidemment, cela nécessite un maillage local et des militants qui sont volontaires pour tenir ce rôle-là. C'est très rare. En règle générale, je connais 3 ou 4 partis qui viennent, mais rarement plus. Et souvent, en fait, on est 3. Évidemment, il faut que ces 3 personnes soient là en continu, sauf que il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils aillent voter, ils ont le droit quand même d'aller aux toilettes, donc ils peuvent se faire remplacer. Donc quand je dis qu'il faut 3 personnes, en fait c'est un président, 2 assesseurs, et chacun ont des suppléants. Ça veut dire qu'on va avoir des assesseurs suppléants et des présidents suppléants. Donc là encore, pour les présidents, c'est toujours dans l'ordre de priorité que je disais. Et les assesseurs, là, c'est les partis, le candidat qui les nomme. Ils disent, voilà, cette personne sera assesseur pour ce bureau de vote et celui-là sera son suppléant. Quel est le rôle des assesseurs ? C'est de vérifier que il n'y ait pas de bourrage d'urne, qu'il n'y ait pas de tiens, vote pour lui, ou vas-y, on va s'arranger, etc. Voilà, on vérifie qu'il n'y ait pas de magouille, ils vérifient que l'opération se déroule bien. Parce que évidemment, si les gens du bureau n'étaient que d'un seul parti, d'un seul candidat ou d'une seule liste, on pourrait douter de la légitimité du vote et des résultats. Alors que là, justement, l'idée, c'est que les assesseurs, les listes principales, mettent ainsi des personnes qui sont là pour surveiller. À côté de ça, nous avons un autre rôle qui est celui de secrétaire. Le secrétaire, c'est la personne qui va être chargée d'établir le procès-verbal. C'est là, dans ce procès-verbal, qu'on va mettre les différents événements de la journée, les différents résultats. Bref, c'est ce qui va faire foi à la préfecture. Donc ce rôle est tenu soit par une personne de la mairie, soit par une personne de la préfecture elle-même. C'est à elle qu'on peut également demander à ce que des incidents soient notés sur le procès-verbal. C'est également elle qui va avoir notamment tout ce qui est les procurations. Et c'est elle qui va normalement faire le lien avec le bureau centralisateur. J'expliquerai ce qu'est le bureau centralisateur plus tard. Donc déjà voilà pour la composition du bureau de vote. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur du bureau de vote ? En effet, il y a toute une phase de mise en place qui commence très tôt, qui commence souvent vers les 7 heures, puisque les bureaux de vote s'ouvrent à 8 heures et se terminent à 19 heures, sauf arrêtés préfectoraux pour notamment les grandes villes, pour les mettre plutôt vers 20 heures, voire potentiellement 21 heures. En tout cas, ils peuvent mettre l'heure qu'ils veulent, et généralement c'est plus à la rallonge. On va aller en mairie récupérer le matériel de vote, c'est-à-dire notamment l'urne, les isoloirs sont censés déjà être mis, mais tout ce qui est documents obligatoires, etc., les bulletins, tout ça est en mairie, donc nous on va aller les chercher, on va les prendre en mairie, on va les amener au bureau de vote, et ensuite il va falloir mettre notamment tout ce qui est affichage légal, par exemple les pièces d'identité autorisées, tout ce qui est déclaration légale, etc., on va mettre l'urne, on va montrer que l'urne est vide et que le compteur qui est sur l'urne est bel et bien à 0. On va vérifier qu'on a le code électoral, on va mettre en place les différents isoloirs, il y a un isoloir pour 300 électeurs. Et puis voilà, et puis évidemment si on va mettre le paquet d'enveloppes,
et les différents bulletins. Et il est très important de ne pas discriminer les différents bulletins, donc on va faire en sorte qu'ils aient tous la même taille. Donc on va en fait prendre les bulletins, on va prendre la pile la plus petite et on va étaler les autres sur cette taille-là. L'idée c'est de ne pas montrer de tendance. D'ailleurs toute la journée on va essayer de faire en sorte que toutes les piles aient la même taille. Là encore pour ne pas donner d'indication et ne pas influencer. Donc ensuite, là, on est en place, et bien finalement, là, le processus de vote que vous connaissez tous, c'est-à-dire les gens viennent, ils sont censés prendre les différents bulletins de tous les candidats, de toutes les listes, de tous les partis. C'est important ça, il y en a qui les prennent, ils en prennent que un, c'est celui qui vont voter. Ça casse un peu l'idée du bulletin secret, du vote secret, c'est l'idée que vous en prenez plusieurs, normalement tous, on tolère plusieurs, et une enveloppe, et vous allez dans l'isoloir. Le passage à l'isoloir est obligatoire, ce n'est pas une blague. Si par exemple vous faites votre enveloppe, etc., et vous décidez de ne pas aller à l'isoloir, nous vous refuserons le fait de voter. On vous demandera de passer dans l'isoloir à tout prix, même si ce n'est qu'un passage, j'ouvre le rideau, je rentre, hop, et je ressors. C'est un passage obligatoire. C'est dans la loi. Bref. Ensuite, vous allez vous mener vers le bureau de vote. Et dans ce bureau, il va y avoir 3 personnes. Donc le président qui tient toujours l'urne. Et vous allez avoir des assesseurs qui peuvent tourner, qui sont au volontariat. Là-dessus, on s'arrange en bonne intelligence pour éviter les susceptibilités des partis. L'idée, c'est qu'on a une personne qui va vous demander votre carte d'électeur, donc la carte électorale, et une pièce d'identité, donc un passeport, etc. Il faut savoir que la carte électorale n'est pas obligatoire. Vous pouvez voter si vous n'avez pas reçu ce papier. Cependant, ce papier est très pratique. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un petit numéro qui vous dit quel est votre numéro dans la liste d'émargement, la liste qui contient l'ensemble des électeurs de la commune. Enfin, en tout cas, l'ensemble des électeurs de ce bureau de vote. Et la personne va donc normalement dire ce numéro-là à la personne qui est de l'autre côté de la table, qui va aller chercher alors ce numéro-là et va dire le nom de la personne auquel ça correspond. La personne dit le nom et du coup l'autre en face regarde si ça correspond bien à la pièce d'identité qui lui a été donnée. Si ce n'est pas le cas, alors on va dire le nom de la personne à haute voix à la personne qui est de l'autre côté de la table, et dans ces cas-là, cette personne va essayer de trouver le nom, puisque c'est trié par ordre alphabétique, il va essayer de trouver le nom. Ça peut arriver que, si on utilise notamment des très vieilles cartes, l'ordre est bougé, puisqu'il y a des nouvelles personnes qui se sont inscrites, et il y a des personnes qui sont parties. Donc l'ordre bouge, et donc il est possible que vous n'êtes plus exactement au même numéro. Mais normalement, chaque élection, vous recevez cette nouvelle carte avec normalement le numéro à jour. Donc voilà, si vous l'avez, prenez-le, c'est pas juste un papier, c'est vraiment que ça nous aide en fait. Si vous l'êtes, c'est formidable, si vous êtes sur la liste d'émargement, il dit c'est bon, j'ai cette personne, elle peut voter, alors vous allez pouvoir voter. C'est-à-dire que on transmet les papiers au président, il active la manivelle là, comme quoi vous pouvez voter, le bulletin va passer et ça va également incrémenter le compteur. Ensuite, vous allez signer et on ne vous prend toujours pas vos papiers. On attend que vous signiez la fiche d'émargement pour vous rendre ensuite vos papiers. Parce que c'est très simple, vous postez votre bulletin, vous partez, on vous a rendu vos papiers, vous partez, vous n'avez pas signé, ça pose problème. On verra pourquoi après. Donc voilà, l'idée c'est on conserve vos documents, vous signez et on vous donne. Évidemment, lorsque l'on fait basculer le petit interrupteur pour voter, on dit cette fameuse phrase iconique, à voter. Vous avez dû le vivre même. Ça n'a rien de particulier. Il faut savoir que toutes les 2 heures, on regarde en fait le fameux incrément qui est sur l'urne. Ça nous donne un nombre qui est évidemment approximatif, puisque potentiellement on a pu toucher et il s'est déclenché 2 fois ou il ne s'est pas déclenché. Enfin, il peut y avoir des marges d'erreur, mais ça donne une indication pour savoir le nombre d'électeurs qui ont voté à l'instant T, donc 8h, 10h, midi, 2h, 16h et 18h. Ça permet de savoir le nombre de personnes qui a voté à cette heure-ci. La secrétaire va alors appeler le bureau centralisateur et il va dire, voilà, on a tant de personnes qui ont voté à cette heure-ci. Et ça, c'est ensuite envoyé à la préfecture qui communique ces chiffres aux médias et ça permet d'avoir le nombre de participations. C'est pour ça qu'à midi, alors que les élections ne sont même pas encore faites, on sait à peu près combien de personnes ont voté.
Donc on peut peut-être parler de la validité des bulletins. Je me souviens, lors d'une élection, il y avait le Parti Pirate qui n'avait pas fait de bulletin. Si je me souviens bien, le bulletin, il devait être imprimé sur Internet. Alors c'est risqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, un bulletin, c'est extrêmement codifié. Il faut que ça ait des dimensions précises. Les dimensions sont d'ailleurs réglementées dans l'article R30 du Code électoral. C'est par exemple 10 cm 5 par 13 cm 85 pour une élection à 2 noms, c'est-à-dire notamment le nom du député et du suppléant par exemple. Il faut savoir que le papier, il est forcément blanc et le bulletin ne doit porter qu'une seule et unique couleur. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre par exemple le drapeau de la France où il y a bleu, blanc, rouge. Interdit. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule couleur. C'est pour ça qu'en règle générale, sur le bulletin, tout est soit en bleu, soit en rouge, soit en violet, soit en... Mais il n'y a qu'une seule couleur. Bah là encore, en fait, c'est pas du au hasard, c'est pas on s'est harmonisé, etc. C'est la loi, en fait. On n'a pas le choix pour qu'un bulletin soit valide. De même, toute marque distinctive ou potentiellement des insultes écrites dessus, etc., rendent le bulletin invalide. Par contre, un bulletin écrit de manière manuscrite avec toutes les informations, que ce soit le nom de la liste et les noms des suppléants, du candidat, etc., est un bulletin valide s'il respecte tout ce que je vous ai nommé au-dessus, c'est-à-dire les dimensions et une seule couleur. C'est d'ailleurs l'article R104 du Code électoral qui permet cette possibilité. Même si, là encore, c'est encore plus risqué, c'est encore plus risqué de faire un bulletin à la main. Mais bon, c'est possible, c'est une possibilité qui vous est offerte. Quoi qu'il arrive, je vous invite quand même à prendre les bulletins qui sont là, et si votre parti n'ont pas mis de bulletin à disposition, imprimez-le et coupez bien sur les traits qui vous sont donnés. Parce que, ok, on n'est pas non plus à mesurer avec notre règle, même si on a une règle pour mesurer, en cas de litige. Mais voilà, si on voit que c'est pas dans les dimensions par rapport aux autres, en fait c'est très simple, hein. Comme tous sont censés avoir la même taille, on regarde par rapport aux autres, et s'ils n'ont pas la même taille, bon bah, on sera obligé d'invalider. Vient finalement le dépouillement. Et le dépouillement, on va faire appel à ce qu'on appelle des scrutateurs. Et là, qu'est-ce que c'est que ces scrutateurs? En fait, pendant toute la journée là, du vote, où les gens viennent, la secrétaire ou le bureau va demander est-ce que vous êtes disponible pour participer au dépouillement de ce soir? Et là, c'est sur la base du volontariat, les personnes vont dire oui, écoutez, vous pouvez m'inscrire, etc. Et ainsi, on recrute des scrutateurs pour le dépouillement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bureau qui touche les bulletins qui vont dépouiller, puisqu'on est colorié politiquement, on va dire, en tout cas on est marqué, on est militant, d'un côté parce qu'on est au conseil municipal, de l'autre côté parce qu'on représente clairement un candidat, donc on ne peut pas dire qu'on est vraiment une main innocente. Les personnes qui vont piocher sont également marquées politiquement, puisqu'elles ont voté pour un parti, mais nous on ne le sait pas, et elles sont censées être d'horizons différents, en tout cas pas forcément des militants, c'est voilà, c'est des gens que l'on récupère comme ça et qu'on dit est-ce que vous êtes disponible ce soir pour nous aider au dépouillement? Oui, non. On regarde l'heure de fin de vote, on dit c'est terminé, le bureau de vote ferme. Ça veut dire qu'on n'accepte plus de personnes qui rentrent pour voter. Par contre, les personnes qui sont déjà à l'intérieur du bureau ont le droit de terminer le processus et de voter, même s'ils votent même après l'heure à laquelle le bureau est normalement fermé. Donc finalement vient le dépouillement. Donc là, les assesseurs et le président vont déverrouiller l'urne, puisque en fait, une clé est confiée au président, l'autre clé à l'assesseur du parti opposé, d'un parti opposé en tout cas. On déverrouille l'urne et on ouvre et on dépile les bulletins. Et l'idée c'est qu'on va compter ces bulletins, on va faire des petits tas généralement de 10, et on compte ensuite les tas de 10 pour savoir combien il y a de bulletins réels et non pas par rapport à l'incrément du petit levier. De l'autre côté, d'autres assesseurs et d'autres membres du bureau vont compter le nombre de signatures dans le livret d'émargement. Et normalement, nous sommes censés arriver sur le même nombre. S'il y a plus de bulletins que de personnes qui a signé, c'est un problème. S'il y a plus de personnes qui ont signé qu'il y a un bulletin, ça veut dire qu'il y a un bulletin qui a disparu. Alors que dans le cas précédent, c'était une personne qui aurait voté 2 fois. Donc voilà, il faut vraiment que les deux nombres soient identiques. Quand c'est fait, on prend des enveloppes de 100, on met 100 bulletins aléatoires dedans, on les scelle et on les met sur une table des scrutateurs. Les scrutateurs, on les a répartis en différentes tables de 4 personnes.
il va y avoir 2 personnes qui vont être chargées de prendre les enveloppes, les ouvrir, filer le bulletin à la personne d'à côté. La personne d'à côté va alors dire le nom du parti, du candidat ou de la liste. En face, il y a 2 personnes qui ont des feuilles avec sur chaque colonne les différents candidats et les différents partis. Et la personne dit le nom et eux ils vont mettre une barre dans cette colonne-là. Pour un même candidat, tous les 10, ils sont censés dire 10. Et normalement, les 2 doivent dire 10 en même temps. S'il y en a un qui a 10 et l'autre qui a 9, il y a un problème. Là, on recompte les 10 derniers bulletins de ce candidat pour s'assurer de qui a raison. Est-ce que c'est quelqu'un qui a oublié de cocher ou est-ce que c'est quelqu'un qui a coché trop ou qui essaye malintentionnellement de rajouter des voix. Donc, à côté de ça, nous, même si on n'a pas le droit de toucher, on est là pour surveiller qu'il n'y a pas de malversation, que par exemple la personne qui ouvre l'enveloppe et qui donne le papier donne bien le bon papier qui est dans l'enveloppe, et on s'assure que la personne qui lit le papier lit bien le nom qui est sur le papier. Et on s'assure également que les personnes qui font le décomptent bien sur le bon candidat. De même, il peut y arriver que les scrutateurs ont des questions. Par exemple, tiens, dans une enveloppe, j'ai 2 bulletins. Est-ce que ça vaut nul? Et c'est là, nous, on répond avec notre expertise. Par exemple, effectivement, si on a 2 bulletins, si c'est 2 bulletins différents, alors c'est un vote nul. A l'inverse, si c'est 2 bulletins pour un même candidat, alors on en déchire un, on en supprime un, et ça compte comme une seule voix pour ce candidat. C'est juste, en fait, cette tolérance, elle est faite parce que potentiellement, quand on prend le papier, il peut y en avoir 2 à coller, voire plus. Du coup, s'il y en a plusieurs, on ne va pas annuler ce vote-là. On a compris que la personne, elle voulait voter pour ce candidat-là. C'est pas une question de magouille, etc. C'est la loi, de toute façon. C'est pas nous qui décidons. Voilà, on essaye de répondre à des questions, etc. Et ça décompte, comme ça dépile tous les bulletins. Et normalement, à la fin, eh bien, ils sont censés faire les totaux de leur table. Les 2 fiches sont censées avoir les mêmes totaux. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. On recompte les bulletins, et là c'est très compliqué parce que c'est un grand nombre de bulletins. Et puis ensuite, tout simplement, on donne ça à la secrétaire qui va, elle, faire les totaux du bureau et vont dire finalement, inscrire sur le tableau, ce candidat, il a eu tant de votes, ce qui vaut tant de pourcents. Cette personne-là, elle a eu tant de votes, tant de pourcents. Il y a eu tant de votes, tant de personnes qui se sont exprimées, blancs, nuls, etc. Et donc, on montre ainsi à la fin les résultats aux différents scrutateurs qui sont là. Ensuite, donc tout ça, on remet finalement on met tout ça, tous les bulletins dans les enveloppes qu'on avait fournies, les enveloppes de sang. Et ces enveloppes, on va les amener au bureau centralisateur. Bien souvent, le bureau centralisateur, c'est la mairie. La mairie va ensuite faire les totaux au niveau de la commune et va envoyer tout ça à son propre bureau centralisateur qui est la préfecture. La préfecture fait les totaux de sa région et comme ça, ensuite, c'est envoyé à la présidence au niveau national et on annonce les résultats nationaux. Que se passe-t-il en cas de litige? Parce que là, il y a quand même pas mal de problèmes qui peuvent se soulever. C'est dans le cas. Dans tous les cas, c'est le président qui tranche. Mais quoi qu'il arrive, tout doit être tracé dans le procès verbal. Et ensuite, on pourra discuter des décisions qui ont été prises par le président, le sanctionner s'il a vraiment mal agi de manière volontaire, on va dire, voir si finalement ce problème-là a vraiment eu un impact sur le vote. Par exemple, une fois, il se trouve que dans notre bureau de vote, on avait 4 isoloirs alors qu'on avait un nombre inférieur d'électeurs, on aurait dû en avoir 4, on aurait dû en avoir 3 au lieu de 4. Il a demandé à un des assesseurs ou un des délégués avait demandé à ce que cela soit inscrit dans le procès verbal. Bon, il a le droit. On le fait inscrire, effectivement, on aurait dû avoir 3 isoloirs au lieu d'en avoir 4. Est-ce que ce genre de détail joue? La réponse est non. On ne pourra pas faire annuler normalement le vote de ce bureau-là sous ce motif-là, mais on le note qu'il y a eu cette anomalie, on trace le problème. Parce qu'effectivement, je n'ai pas parlé des délégués, tiens. Alors, les assesseurs sont tous là, mais ils sont là, ils sont nommés, ils sont censés vérifier, mais également chaque candidat peut nommer des délégués. Ce sont des personnes qui le représentent et qui
tournent dans les bureaux de vote pour aller voir notamment les scrutateurs, pour notamment aller voir les assesseurs, pour leur dire bah voilà, est-ce qu'il se passe, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que tu as vu des anomalies, comment ça se passe, voilà, pour vérifier que tout se passe bien. Et il fait le tour ainsi des assesseurs de sa liste et il vérifie également les bureaux de vote où il n'a pas d'assesseur. Du coup lui il vient, il regarde, puis il s'en va. Il vérifie, il essaie de discuter avec le président, voilà, c'est des personnes qui peuvent venir, tout comme également il y a des membres de la commission comment on appelle ça? En tout cas, sur une zone donnée, la préfecture monte une commission électorale qui est faite notamment qui est présidée par un magistrat et par des personnes qui ont une certaine probité, qu'on sait neutre, etc. et qui vérifie que l'élection se déroule sans problème et respecte bien l'ensemble des lois du code électoral. On ne fait pas tout reposer sur le président, c'est parce que ça se trouve le président peut être vicié. Donc il y a également ces personnes-là qui vont faire leur retour auprès de la préfecture ou du conseil constitutionnel pour s'assurer que bah, voilà, finalement on n'a pu détecter aucune anomalie sur ce bureau de vote, ce bureau de vote, ce bureau de vote. Donc c'est des gens qui tournent, qui sont pas là pour vérifier pour un candidat donné, etc., mais qui sont là pour vérifier que toutes les obligations légales sont remplies, qu'on n'ait pas oublié une affiche, qu'on ait bien tout ce qui respecte la loi. Bon, je pense que voilà, donc c'est une vidéo qui est plutôt longue, je suis désolé. Mais d'un autre côté, le sujet est vaste. Et encore, là, j'ai pas tout dit, mais j'ai vraiment essayé de concentrer au maximum. Mais voici globalement comment se passe une journée d'élection. Donc j'espère que ça a été instructif et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Et le 26, pensez à aller voter.